Je m'appelle Megan Ross et j'ai 28 ans. Depuis 3 ans, mes vendredis commencent exactement de la même façon. À 8 heures pile, j'ouvre mon application bancaire et je transfère $600 à mes parents. Ce n'est pas un cadeau. C'est ce qu'ils appellent une aide médicale pour les problèmes cardiaques de mon père. Du moins, c'est le mensonge que j'avale chaque semaine. Assise dans mon appartement, emmitouflée dans une couverture, je baisse le chauffage pour économiser, je mange des tartines rassis depuis 2 jours. Mon doigt hésite au-dessus du bouton de virement. Mon cœur s'emballe d'une angoisse familière. Si je suis en retard, si j'hésite, mon père risque de faire une crise. C'est ce que dit ma mère. Alors j'appuie sur « Envoyer ». Paiement effectué. Une semaine de plus sacrifiée pour leur confort. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Et vous? Vous est-il déjà arrivé de vous affamer pour nourrir une famille qui vous ignore complètement? 15 minutes plus tard, mon téléphone vibra. Ce n'était pas un SMS de remerciement de mes parents. Ils ne me remerciaient jamais. See Tate on notification Instagram. Mon frère Julien était en direct. Perplexe, J.E. Clickeye Dessus. Julien se tenait au milieu d'une concession automobile de luxe, une bouteille de champagne à la main, faisant sauter le bouchon avec un geste théâtral. Et là, juste à côté de lui, se trouvaient mes parents. Mon père, l'homme au cœur soi-disant fragile, riait plus fort que quiconque tapait dans le dos de Julien. Ma mère rayonnait, plus en forme et plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. « À mon fils !» cria mon père par-dessus la musique. On a vidé toutes nos économies, même le fonds médical du mois. Mais ça valait le coup. Tu mérites cette voiture, fiston. Le monde s'arrêta. Le froid de mon appartement me transperça jusqu'aux os. Le fonds médical, mon argent. Les $600 que je venais d'envoyer, terrifié à l'idée que ce soit une question de vie ou de mort, servaient désormais d'acompte pour une voiture de sport pour mon frère au chômage. Je fixais l'écran, observant la mousse du champagne se répandre sur le sol ciré. Leur rire me transperçait comme un coup de poing. Ce n'était pas un simple vol. C'était bien pire. Un mépris absolu. Pendant des années, je m'étais persuadé que c'était normal. Qu'être responsable signifiait porter le fardeau. Je me disais que leurs exigences incessantes étaient le propre des familles. C'est un piège, vous savez, le piège de la normalisation. On finit par croire que l'amour est une transaction, que si on fait assez de sacrifices, si on saigne assez, on finira par être aimé en retour. On normalise la cruauté jusqu'à ne plus la reconnaître comme de la maltraitance. On appelle ça un devoir. Mais en voyant Julien posé sur le capot de cette voiture, quelque chose en moi a craqué. Ce n'était pas une explosion dramatique. C'était silencieux. C'était le bruit d'un contrat rompu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne les ai même pas appelés pour leur demander des explications. Il était temps de passer à autre chose. C'était devenu une simple transaction commerciale, et il venait d'en violer les termes. J'ai fermé le flux vidéo en direct et rouvert mon application bancaire. Mes mains étaient fermes, froides, précises. J'ai trouvé le virement automatique prévu pour vendredi prochain. Annulation. Puis je suis allé sur le portail de l'assurance. Je payais leur assurance santé premium depuis des années. Je l'ai réduite au strict minimum légal. Enfin, j'ai ouvert la conversation de groupe familial. J'ai tapé un message « Félicitations pour ta nouvelle voiture, Julien. J'espère qu'elle roule mieux que le stimulateur cardiaque de papa. » Puis j'ai éteint mon téléphone. Assise là, en silence, pour la première fois en 3 ans, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti de la lucidité. La culpabilité qui avait si longtemps gouverné ma vie s'est tout simplement évaporée, remplacée par une détermination froide et inflexible. Ils pensaient que j'étais leur filet de sécurité. Ils pensaient que j'étais leur distributeur automatique. Ils allaient bientôt découvrir ce qui se passe quand la machine cesse de distribuer de l'argent. Ce n'était pas une vengeance. C'était une correction, un ajustement nécessaire des comptes, et ce n'était que le début. Je devais comprendre toute l'étendue de ce qu'on m'avait pris. Je suis allé à mon bureau et j'ai sorti un vieux cahier du tiroir du bas. Je l'appelais mon cahier de la honte. C'était la trace écrite de chaque dollar que je leur avais donné ces 3 dernières années. J'ai commencé à feuilleter les pages, mon doigt suivant les entrées. 500 pour des réparations de toiture dont je n'ai jamais vu la facture. 200 pour les fournitures artistiques de Julien. 300 pour un spécialiste que mon père devait consulter. Les chiffres se confondaient, témoignant de ma propre bêtise. Je me suis souvenu du jour de ma remise de diplôme. J'étais là, en toque et en chapeau,
cherchant leur visage du regard dans la foule. Ils n'étaient jamais venus. Julien m'avait appelé ce matin-là, la voix pâteuse de sommeil, pour me dire qu'il avait la grippe et que papa et maman devaient rester à la maison pour s'occuper de lui. Je les avais crus. J'avais pris le bus pour rentrer seul, serrant mon diplôme contre moi, me répétant que ce n'était pas grave. Ma famille passait avant tout. En regardant ce cahier, je suis tombé sur l'entrée de cette même semaine. 800 $ transférés à maman pour des réparations de voiture en urgence. Ils n'étaient pas restés à la maison pour s'occuper de Julien. Ils avaient pris mon argent et étaient partis ailleurs. Peut-être au casino, peut-être au restaurant. N'importe où sauf avec moi. C'est un véritable cercle vicieux, celui de la survie. On s'habitue tellement à être celui qui arrange tout, celui qui sauve la situation, qu'on oublie qu'on est en prison, une prison sans barreaux, faite de culpabilité et d'obligation. On croit que si on travaille plus dur, si on paie plus, si on est meilleur, la porte de la cellule s'ouvrira. Mais ça n'arrive jamais, parce que ceux qui détiennent la clé profitent de notre emprisonnement. Ils ont besoin qu'on reste enfermé. Ils ont besoin qu'on croie que c'est nous le problème, que c'est nous qui n'en faisons pas assez. Ce carnet n'était pas qu'un simple registre d'argent perdu. C'était le registre de ma propre complicité dans mon exploitation. J'ai fait le total. 85 000 $. 85 000 $ volés à mon avenir pour financer leurs mensonges. Ce chiffre me fixait, encre noire sur papier blanc. C'était le prix de ma naïveté, le coût de mon désir d'être aimé. Mais avec le recul, je ne ressentais pas de honte. J'éprouvais de la colère, une colère pure et légitime qui consumait les derniers vestiges de mes hésitations. Ils m'avaient tout pris, et ils avaient ri en le faisant. Bref, la banque de Megan était officiellement fermée, et j'étais sur le point de réclamer les prêts. Le lendemain matin, le silence fut rompu. Mon téléphone, que j'avais rallumé, explosa de notifications. Ils avaient compris que l'argent avait disparu, mais aucune excuse, aucun appel paniqué pour expliquer le malentendu. Au lieu de cela, une campagne de diffamation avait été lancée. Ma mère avait publié un long message décousu sur Facebook, identifiant tous nos proches. Ma propre fille, écrivait-elle, a abandonné son père malade au moment où il avait le plus besoin d'elle. Après tout ce que nous avons fait pour elle, elle nous renie parce qu'elle est jalouse de la réussite de son frère. Priez pour nous. En dessous, Julien avait commenté. Ne t'inquiète pas, maman. Le karma existe. Elle aura ce qu'elle mérite. Il m'a ensuite envoyé un SMS. Tu as fait pleurer maman. Tu répares ça ou je viens à ton bureau. Tu veux que ton patron sache qui tu es vraiment? L'ancienne Megan aurait paniqué. Elle les aurait appelés, implorant leur pardon, et aurait viré le double de la somme pour que le bruit cesse. Mais l'ancienne Megan n'était plus là. J'ai observé les menaces, les mensonges, la manipulation, et je n'ai ressenti que du dégoût. C'est l'illusion du pouvoir. Les tyrans semblent toujours plus forts juste avant de s'effondrer. Ils se servent de votre peur. Ils ont besoin que vous croyiez qu'ils ont tous les atouts en main. Mais dès que vous cessez de jouer leur jeu, vous réalisez qu'ils ne tiennent que du vent. Leur pouvoir n'existe que parce que vous le leur accordez. Et j'en avais assez de le leur accorder. Je n'ai pas répondu aux SMS. Je n'ai pas commenté la publication Facebook. Au lieu de cela, j'ai mis mon plus beau tailleur. Je suis allé au bureau de M. Vance. J'avais travaillé comme graphiste pour un avocat il y a quelques années. C'était un homme direct et pragmatique qui me devait une faveur. J'ai tout étalé sur son bureau. Le carnet, les relevés bancaires, les SMS, et une chose de plus. Une lettre manuscrite de Julien. Je te dois 20 000 $, datant de 4 ans, lorsqu'il jurait d'ouvrir un studio d'enregistrement. Il pensait que j'avais perdu l'argent. Ce n'était pas le cas. Je veux récupérer tout, ai-je dit à M. Vance. Tout. Le prêt, l'argent qu'ils m'ont escroqué, et je veux que le harcèlement cesse. M. Vance a examiné les documents, puis m'a regardé. Ça va mal tourner, Megan. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de toute ma vie, ai-je répondu. Rédige la lettre de mise en demeure. Donne-leur 30 jours pour payer les 20 000 $. Sinon, on porte plainte. En quittant son bureau, je me sentais plus légère que depuis des années. Je n'étais plus seulement une fille. Je portais le combat de la table de la cuisine au tribunal. Il voulait jouer salement. Très bien. J'en avais assez de faire des concessions. Je jouais pour gagner. 2 jours plus tard, M. Vance m'a appelé. Sa voix était grave. Megan, pouvez-vous venir tout de suite? Il y a quelque chose que vous devez voir. J'ai hoché la tête, le cœur battant la chamade. Avait-il contre-attaqué?
Avait-il trouvé un moyen de me faire porter le chapeau? Quand je suis entré dans son bureau, M. Vance fixait un rapport de solvabilité sur son écran. Il me l'a tendu. J'ai effectué une vérification de solvabilité standard pour préparer le procès, a-t-il dit, et j'ai trouvé ça. Il a pointé du doigt 3 cartes de crédit. 3 cartes avaient des plafonds atteints, totalisant près de 40 000 $. Des cartes que je n'avais jamais demandées. Des cartes que je n'avais jamais vues. Regardez l'adresse de facturation, a-t-il dit. J'ai regardé. C'était la maison de mes parents. Et regardez la signature sur les demandes. C'était une signature tremblante, hésitante, comme sur un parchemin. C'était un faux. Ils ne t'ont pas seulement emprunté de l'argent, Megan, dit M. Vance d'une voix calme. Ils ont usurpé ton identité. Ce n'est plus un simple différend. C'est un crime. Usurpation d'identité, fraude à la carte bancaire. Si on porte plainte, il risque la prison. La peace semble s'y tordre. La prison. Mes parents, mon frère. Je repensais à la voiture, au champagne, au rire. Ils n'avaient pas seulement utilisé mon argent, ils avaient utilisé mon nom. Ils avaient ruiné mon crédit, mon avenir financier sans hésiter. Ils m'avaient regardé et n'avaient vu en moi qu'une ressource à exploiter jusqu'à épuisement. Porter plainte, dis-je. Les mots avaient un goût de cendre, mais ils étaient fermes. Déposer une plainte. Vance acquiesca. Une fois que ce sera fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Bien, dis-je. Je ne veux pas revenir en arrière. Je quittai son bureau, une épaisse enveloppe Kraft à la main. À l'intérieur se trouvait le rapport de police, les preuves de fraude et la lettre de mise en demeure. C'était une bombe, et j'étais le vecteur. Je savais où il serait ce soir. Julien était. Il organisait une fête chez mes parents pour le lancement de sa nouvelle voiture. Tous leurs amis seraient là, tous ceux à qui ils avaient menti sur moi. Je suis arrivé chez eux au coucher du soleil. L'allée était pleine de voitures. La musique résonnait du jardin. J'entendais des rires. J'ai remonté l'allée, l'enveloppe lourde à la main. Je n'avais pas peur. Je n'étais pas triste. J'étais la conséquence de leurs actes, arrivé à leur porte. J'ai poussé le portail et suis entré dans la fête. La musique s'est arrêtée, les têtes se sont tournées. Ma mère, un verre de vin à la main, s'est figée. Julien, appuyé contre sa nouvelle voiture, a pâli. Mon père avait l'air d'être sur le point d'avoir cette crise cardiaque dont il parlait toujours. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a sifflé ma mère en se précipitant vers moi. « Source, vous nous avez assez fait honte. »« Non, dis-je, ma voix brisant le silence. Je suis juste là pour vous apporter un cadeau. » Je jetai l'enveloppe sur la table à côté du gâteau. Elle atterrit avec un bruit sourd. « Voilà, dis-je en désignant l'enveloppe, un rapport de police pour usurpation d'identité et fraude à la carte bancaire. Vous avez ouvert 3 cartes à mon nom. Vous avez falsifié ma signature. Vous les avez utilisées jusqu'à la limite. » Des murmures d'effroi parcoururent l'assistance. Le visage de ma mère devint gris, une couleur que je ne lui avais jamais vue. « Vous avez 24 heures. » Je continuais à fixer Julien droit dans les yeux. « Vendez la voiture. Remboursez la dette. Chaque détail compte. Si vous le faites, je pourrai retirer ma plainte. Sinon, je marquai une pause, laissant le poids de l'instant s'installer. Sinon, la police sera là demain matin pour vous arrêter tous les 3. Megan, SILTE play, balbutia mon père en s'avançant. Nous sommes une famille. On ne vole pas sa famille, dis-je froidement. On ne ment pas dans une famille. Vous avez 24 heures. Des heures. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas besoin de les voir s'effondrer. Je savais à quoi ressemblait l'autodestruction. Je les avais vus me la faire subir pendant des années. Maintenant, ils se la faisaient subir à eux-mêmes. Et tandis que je retournais à ma voiture, le seul bruit que j'entendais était le silence magnifique et assourdissant de ma propre liberté. Ils ont vendu la voiture. Ils n'avaient pas le choix. La honte de la confrontation publique, combinée à la menace bien réelle de la prison, les a brisés. Julien a fini par faire des doubles quarts dans un entrepôt pour rembourser le reste. Mes parents sont devenus des parias dans leur cercle social. La vérité a cette façon d'isoler les gens qui vivent de mensonges. Je n'ai pas célébré leur chute. J'ai simplement tourné la page. J'ai utilisé l'argent que j'ai économisé en ne les soutenant plus pour ouvrir mon propre studio de design. Il est petit, mais il est à moi. Il a de grandes fenêtres et beaucoup de lumière. J'ai acheté une cafetière qui utilise de vrais grains de café. J'ai commencé à manger des aliments frais. J'ai commencé à vivre. C'est vendredi matin. 8 heures.
Mon réveil sonne. C'est le vieux rappel. Virement d'argent. Regardez-le un instant. Un fantôme d'une vie antérieure. Puis, avec un sourire, je le fais glisser et j'appuie sur supprimer. Je prends une gorgée de mon café. Il est chaud, il est fort, et il a le goût de la paix. À tous ceux qui écoutent ces personnes qui se sentent exclues de leur propre famille, j'ai écrit ceci pour vous. Vous n'êtes pas une ressource. Vous n'êtes pas un distributeur automatique de billets. Vous n'êtes pas un plan B. Vous êtes une personne digne d'un amour inconditionnel. Couper les ponts n'est pas égoïste. C'est un acte de survie. C'est l'acte le plus courageux que vous puissiez accomplir. N'attendez pas qu'ils changent. Ils ne changeront pas. Changez votre propre vie. Partez et ne vous retournez jamais. Si vous attendez des excuses de personnes qui n'admettront jamais leur tort, arrêtez. Sauvez-vous. Partagez cette vidéo si vous êtes prêt à vous choisir. Et dites-moi en commentaire quelle est votre dernière phrase.